Salle, en commençant par les étudiants, comme toujours. Alors, je prends un premier jeu de questions. Monsieur Cameron. Moi, je suis sûr. Oui, je vous en prie, vous ensuite. Il y a une question ici, mademoiselle, et puis ensuite le micro à monsieur Cameron. Je prends les étudiants d'abord, c'est toujours comme ça. C'est la règle. Après, j'ouvre un peu, selon mon humeur, selon les questions. Monsieur Cameron, vous prendrez la parole après. Alors, une troisième question. Vous, je vous ai vu. Non. Bon. Une autre question? Bon, allez, vous êtes un étudiant émérite, certainement. Ça permettra aux autres de préparer leurs questions pour le deuxième jeu. Monsieur qui est là-haut avec le... Voilà. Alors, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Ça marche pas? Bonjour. J'avais une question à propos des États-Unis, notamment, puisque, bien sûr, actuellement, il y a Donald Trump qui remet en cause la balance commerciale négative qu'il a avec l'Allemagne et menace l'Allemagne de sanctions. Et est-ce que vous ne pensez pas que ces menaces pourraient venir finalement affaiblir fortement ce partenariat franco-allemand, puisque l'Allemagne serait beaucoup plus réticente à tendre vers une défense européenne qui serait, même si en lien avec l'OTAN, peut-être différente, et que finalement l'Allemagne soit beaucoup moins entreprenante sur ce secteur afin de privilégier son industrie. Merci. Monsieur Cameron? Merci. En général, après. Merci. Tout d'abord, merci pour vos interventions respectives. Ça marche, ça marche. J'avais une question sur donc, la stratégie de la France en matière de défense. Oui, c'est peut-être pour les interprètes, ça marche pas. Il faut qu'il y ait de l'interprétation. Ce micro ne marche pas. It's working. It's So working? the interpreters can hear. OK. It's just. Bon, monsieur Cameron, parlez fort et je vais répéter écoutez si les interprètes entendent. Allez-y. Un, deux. Oui. Je vais répéter. Oui. Bon, d'abord, il vous a remercié, mais ça, il ne va pas le répéter. Voilà. Et ensuite, il va vous poser sa question courte. La stratégie de Paris en matière de défense, de Paris, donc de la France en général, en matière de défense européenne, ne vous paraît-elle pas passer indirectement par sa participation aux instances de l'OTAN, fait que lui ont reproché d'autres États membres de l'UE par le passé? Oui. Bon. En général, prenez le micro, il est à côté. Thank you very much. This was Merci beaucoup. C'était une présentation très équilibrée. Je vous en suis très reconnaissant. Vos amis ou collègues, contacts allemands ont-ils connaissance de la perception dans les cercles militaires français selon laquelle dans toute coopération militaire, la partie allemande n'a jamais été digne de confiance et tout à fait sournoise. Si vous prenez tous les grands programmes, le Transal, l'Eurofighter, pas avec les Français d'ailleurs, et la 400M, et donc les programmes futurs, le schéma est toujours que l'Allemagne insiste sur une grande part sur la base d'une promesse de contrat, et une fois que l'industrie a commencé à travailler là-dessus, là, tout d'un coup, eh bien, on réduit l'objectif de moitié. Mais la part industrielle, eh bien, il est trop tard pour la réduire. Et ça a toujours été le schéma. Il n'y a pas d'exemple de grands programmes coopératifs où ça ne s'est pas passé. Et donc, ça a laissé des souvenirs assez cuisants dans les cercles militaires français que j'ai pu rencontrer. Et
les premières questions et ensuite je prendrai un autre jeu de questions. Je ne sais pas pourquoi vous avez suscité tout d'un coup un phénomène comme ça d'enthousiasme et d'applaudissement sur votre question, mais je pense que les réponses vont nous permettre de comprendre. Bastien. Très bien, merci. Concernant la question des États-Unis et les sanctions, personnellement, je trouve ça très intéressant quand les exportations d'automobiles deviennent des questions de sûreté nationale. Les 2-3 dernières fois où je suis allé aux États-Unis, j'ai plaisanté en disant que j'étais allemand, je conduis une BMW, mais je viens en paix. Bon, on s'en est vraiment à ce niveau-là. Mais bon, pour répondre plus sérieusement à votre question concernant le fait que la pression américaine pourrait détourner l'Allemagne de cette approche collaborative dont nous avons parlé ici. Je crois qu'actuellement, quand on parle de Donald Trump et des préférences américaines, c'est la façon la plus sûre de n'aller nulle part. Là, en fait, je crois qu'il y a une réaction assez forte. Si vous dites dépensez plus d'argent parce que les États-Unis veulent que vous dépensiez plus, là, c'est pas une bonne façon d'obtenir plus de financement. Là, il s'agit de la capacité d'agir pour l'Europe, pour réagir aux menaces, pas parce qu'on souhaite être indépendant de l'hégémone d'outre-Atlantique, mais plutôt parce qu'il y a des défis qu'il faut relever et actuellement, les capacités européennes ne sont pas à la hauteur de ces défis. Et voilà l'argument que l'on peut avancer, et l'avantage aussi, c'est que c'est un argument qui est durable. Vu la démographie, alors que l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, en tant qu'argument, eh bien peut-être qu'en fin de compte, on va tourner en rond avec celui-là. Moi, je ne me préoccuperai pas outre mesure, je vois les raisons sous-jacentes à votre question, mais je ne m'en préoccuperai pas trop, vu l'exemple que j'ai donné aussi. Des aéronefs de combat, ça pourrait être un signal, c'est censé être un signal. Concernant la balance commerciale négative, la façon la plus sûre de s'assurer que Donald Trump se taise serait que l'Allemagne achète 48 F-35 pour le rôle nucléaire, parce que ça voudrait dire qu'on va dépenser de l'argent pour acheter américain, et ça coûtera cher, donc là on se rapprochera de 2%, et ça sera cher pendant longtemps, donc on restera à 2%, et ça serait la façon la plus facile, avec une seule décision, de marquer beaucoup de points avec les Américains, mais bon, ça on ne va pas le faire, donc il va falloir faire preuve d'indulgence, et je crois que vous verrez qu'il y a beaucoup de doutes actuellement en Allemagne concernant la force de ce lien transatlantique. C'est malencontreux, mais en tout cas, c'est le cas. S'agissant de la question de l'OTAN, bon, puisqu'il y a eu quelques petits problèmes de micro, je ne suis pas sûr d'avoir exactement bien compris la question. Mais si la question porte sur le rôle de la France au sein de l'OTAN et de son évolution, je crois que du point de vue allemand, il faudrait qu'on trouve le moyen d'accepter à nouveau que dans le contexte de l'OTAN, la France se préoccupe plus du flanc sud que nous. Nous, bien sûr, on se concentre sur l'Est. Bon, nous, les Allemands, je veux dire. Je crois que les engagements français, comme une présence avancée, renforcée, après un moment, eh bien, ça, c'est un pas dans la bonne direction. Et l'Allemagne va lui rendre l'appareil avec un engagement au sud. Bon, ça c'est un problème
La réalité est que tous les deux, il faut que nous fassions les deux en même temps. Il n'y a pas d'autre choix, il faut avancer sur les deux fronts, tous les deux, et ça, c'est quelque chose qui peut être géré. Du point de vue de la question de l'industrie de défense, là, vous avez un argument tout à fait valable, et c'est exactement le problème auquel je faisais allusion. On a des soupçons fortement enracinés l'un envers l'autre lorsqu'il s'agit de la coopération industrielle de défense. Vu une histoire assez tortueuse que nous avons connue, et le fait est que presque toutes les réunions auxquelles j'ai participé lorsque je travaillais au gouvernement, eh bien, j'évoquais ces questions. Les participants français et allemands ne pouvaient pas se mettre d'accord sur ce que l'on trouvait dans cette longue histoire tortueuse. Et donc, la solution au problème auquel vous avez fait allusion, c'est l'élimination de cette clause de juste retour dans ces tentatives de collaboration. Et là, on n'a plus le problème, en tout cas, avec la même intensité. Mais est-ce que les dirigeants ont conscience de cela? Peut-être, je ne sais pas. Le fait est tout de même qu'il s'agit d'un exemple parfait d'une situation où, en France et en Allemagne, on a tous notre propre point de vue sur la vérité, et on voit que, bien, ça n'est pas toujours le même point de vue quand on se retrouve. Frappé quand on parle de la France qui participerait pas à l'OTAN, alors que d'abord c'est pas vrai. Depuis 2009, on est revenu dans les instances militaires intégrées, et même avant 2009, on n'était plus dans le comité militaire intégré, mais on a toujours été dans les instances politiques. Donc la France n'a jamais complètement quitté l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'idée que 2009, c'est juste une normalisation de la situation française, en fait, qui est, à côté des États-Unis, au début des années 2000, le premier contributeur de l'OTAN en termes de troupes. Donc là aussi, il me semble que la France n'a pas à rougir de sa participation à l'OTAN, et ça l'a jamais empêché, finalement, de promouvoir en même temps la défense européenne. Je pense surtout que ce qui est intéressant dans le cas français, c'est qu'il y a une évolution récente, en fait, depuis les années 2015-2016, sur l'idée que la politique européenne de défense, qui se fait dans le cadre de l'Union européenne, elle ne peut être qu'en complémentarité avec l'OTAN, là où auparavant, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on était peut-être sur un discours qui était peut-être aussi beaucoup plus formaté par le Quai d'Orsay, qui tirait davantage vers l'idée d'une Europe capable d'agir seule en dehors de l'OTAN. Et ça dépendait en plus de qui et de quel bureau au Quai d'Orsay exactement. Donc, moi, il me semble que la France n'a pas spécialement de problème, en fait, dans sa participation aux instances de l'OTAN, puisque de facto, elle y est. Et c'est aussi parce qu'elle y est qu'elle essaye de faire évoluer l'Alliance et de la contenir contre une dérive politique, ce qui avait été un petit peu craint au moment des accords de Berlin Plus, au début des années 2000. Du côté français, on craignait un petit peu un Berlin Plus inversé, c'est-à-dire l'idée que l'OTAN pourrait emprunter à l'Union européenne ses capacités civiles, ce qui, dans les faits, ne s'est pas produit. En effet. Mais enfin, c'est vrai que ça, on a vu l'article de Sigmar Gabriel, qui quand même relançait un peu cette idée, mais au fond, l'autonomie stratégique des Français, c'est la volonté de l'autonomisation de l'Europe de la défense, donc de l'autonomisation par rapport à l'OTAN. C'est un peu une vaine querelle, mais elle réapparaît régulièrement. Autre jeu de questions. Monsieur, vous avez attendu longtemps. Qui a le micro? Voilà, monsieur. Qui a d'autres? Oui, la jeune fille là-haut après, que je connais. Merci. Puis ensuite, c'était Louis Lapéry ou Renaud Belay, non? Monsieur, je vous en prie. Oui, j'ai effectivement été étudiant un certain temps. Hélas, je suis entré en année préparatoire à Sciences Po en 1958, ce qui ne me rajeunit pas. Donc, ma question est un peu générale, c'est celle de la liaison entre les problèmes et les structures. Je pense que des mauvaises structures, tant que les problèmes ne sont pas d'une extrême gravité, peuvent parfaitement survivre, mais que lorsque les problèmes s'intensifient, les mauvaises structures peuvent être balayées. La 4e République était une mauvaise structure, il n'y avait pas de stabilité gouvernementale, les majorités n'existaient pas au Parlement, et tant qu'il s'est agi de problèmes... C'est pas un cours, hein. C'est une question qu'on vous demande. Oui, j'y viens. Et tant que le problème grave n'est pas apparu, elle a survécu. Puis, une crise grave est venue et des nouvelles structures ont été mises en place qui, depuis 60 ans à peu près, gèrent nos affaires. Alors, est-ce que vous admetteriez de dire
que la politique de défense européenne, c'est aujourd'hui la 4e République, mais que, du fait de l'augmentation des tensions, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la modification de l'attitude américaine, qu'il s'agisse de l'évolution en Italie, en Hongrie ou ailleurs, nous pouvons connaître maintenant des problèmes plus graves qui peut-être conduiraient à modifier et à rendre plus efficace et plus nécessaire une politique européenne de défense. C'était pas trop long? Ça allait, à la fin, surtout à la fin. Surtout à la fin, c'était très bien. Mademoiselle. On passe le micro, et ensuite c'était Renaud. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup pour vos interventions. Le domaine du spatial de défense prend beaucoup plus d'importance en France récemment. Je me demandais comment est-ce que vous décriveriez les approches françaises et allemandes de la question, et est-ce que vous voyez des synergies possibles? Merci. Merci. Alors, c'est M. Bollet. Bon. Très bien. Oui, Louis. Ça marche. Bastien, last week, Bastien, la semaine dernière, le gouvernement allemand a annoncé une nouvelle stratégie industrielle où on a vu une nouvelle différence dans un secteur clé. C'était étonnant parce que jusque-là, quand on parlait à nos interlocuteurs allemands, on avait dit qu'il n'y avait pas de grande divergence entre l'Allemagne et la France sur le plan industriel. Est-ce que vous pensez qu'avec la politique industrielle, on pourrait quand même voir une convergence entre la France et l'Allemagne au-delà de l'équilibre des forces, c'est-à-dire un vrai partage de technologies de clés comme l'intelligence artificielle ou encore d'autres nouvelles technologies? Donc, est-ce qu'à votre sens, est-ce qu'on a atteint un tournant ici dans les politiques ou dans les relations franco-allemandes? On peut commencer. Allez, Delphine. Alors, je vais peut-être du coup répondre un petit peu sur la question des structures et de l'efficacité de la PSDC. Il me semble que ça rejoint pas mal finalement le thème de l'armée européenne au fond. Puisque les structures de la défense européenne aujourd'hui, ce sont des structures qui sont essentiellement intergouvernementales. Ça veut dire que dans ces structures-là, les États sont les maîtres d'œuvre. Or, si on veut vraiment aller vers plus d'efficacité, c'est-à-dire pouvoir répondre de façon coordonnée et de façon récurrente à des attaques, il me semble assez clair qu'il faudrait réussir à aller un petit peu au-delà, sauf que ça nécessiterait plein de structures qui n'existent pas, et notamment un ministre des Affaires étrangères européen, qui n'a pas été créé par le traité de Lisbonne. Ça nécessiterait également une tête exécutive européenne qui puisse répondre devant les peuples européens. Là encore, il ne me semble pas qu'on soit du tout sur le chemin vers ce type de structure. Enfin, à mon sens, c'est davantage en allant vers un projet fédéraliste, et c'est un petit peu ce que l'Allemagne favorise finalement par pas mal d'aspects, qu'on pourrait répondre de façon coordonnée. Sauf que la défense étant un attribut régalien pour la majorité des États, ça paraît très difficile d'envisager un changement de fond en comble de ces structures qui, même si elles ont beaucoup de défauts, permettent quand même d'envoyer en mission un certain nombre de soldats, que ce soit au Mali, en Afghanistan ou encore en République démocratique du Congo, par exemple. Moi, je suis plus convaincue par l'idée du learning by doing, c'est-à-dire apprendre marginalement des expériences qui sont faites par la politique européenne de défense sur le terrain, plutôt que le grand chamboulement qui, à mon avis, est tellement peu consensuel que c'est une question qu'on ne s'est même pas posée encore, en réalité. Parce que ça nécessiterait de se demander, mais au fond, la défense européenne, on veut en faire quoi? Une armée européenne, oui, mais pourquoi faire? Pour quelle mission? Et là, à mon avis, si on ouvrait cette question maintenant, on est à peu près sûr d'avoir un dissensus majeur, y compris entre Français et Allemands. Moi, je suis davantage convaincue par une logique des petits pas, comme Jean Monnet. Oui, cela dit, je regardais, on devait être en 1972, c'est le rapport Werner, les gens qui avaient été visionnaires en matière de construction de l'euro, ils posaient toutes les questions. Et ben, c'est arrivé, l'intégration. Alors je pense que l'intégration est très difficile. C'est vrai, on n'imagine pas une armée européenne dès demain. En revanche, l'Europe doit quand même se poser la question sur certains scénarios, et notamment au cas où l'OTAN serait empêchée par un veto ou une impossibilité, la manière dont elle conduirait des opérations militaires. Et ça, il n'y a pas besoin d'une intégration politique, puisqu'on peut le faire dans le cadre de l'OTAN sans intégration politique. Donc, a fortiori, une organisation qui a déjà des éléments d'intégration politique devrait pouvoir commencer à trouver de meilleures réponses. Et je m'arrête là. Bastien, vous avez la parole pour répondre aux questions et conclure.
I'm not sure I have a... Je ne suis pas sûr que je répondrai mieux à la question, mais ce que voici ce que je dirais. En 1958, ça c'était l'année où l'Institut pour lequel je travaille a été créé. Donc c'était une année, c'est un tournant dans l'histoire, cette date-là, 1958. Et cette question, je la salue. Alors, j'irai dans le même sens que Delphine en fait, parce que l'histoire de la coopération européenne en matière de sécurité et de défense est une suite de réactions à des pressions externes, et ces réactions ont abouti à certaines formes d'institutionnalisation de certaines politiques. Arrivé à la crise suivante, les institutions on constate, disons, leur faiblesse, et effectivement, on les fait évoluer. Donc là, vous décrivez finalement un cycle que nous connaissons, et la question qui se pose maintenant est de savoir est-ce que la pression actuelle est telle qu'on arrivera à un changement du tout au tout, et pas simplement une évolution progressive. Alors, je pense que la possibilité existe, et il est encore un peu tôt pour le dire, mais je crois qu'effectivement, pour la première fois, en tout cas sur le plan théorique, nous avons en place différents éléments qui pourraient effectivement, ensemble conjugués, faire bouger les choses. Alors, et je reprendrai les choses, comme vous l'avez dit, sur la CSP ou l'initiative, le cadre européen, etc., ou le Fonds européen de défense plutôt. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont en place justement pour faire bouger les choses. Et pour remonter à ce que vous avez dit tout à l'heure, la question finalement un petit peu désagréable qu'il faut se poser, la question qui fâche, c'est de savoir finalement quelle serait la défense de l'Europe, à quoi ressemblerait la défense de l'Europe sans les États-Unis. Je ne dis pas que ce soit un avenir souhaitable, mais enfin, il serait fort négligent de notre part, et de la part donc de la France et de l'Allemagne, de ne pas envisager ce scénario qui pourrait néanmoins se concrétiser. Parce que, au bout du compte, c'est la réponse qu'il faudra pouvoir apporter. À quoi ressemblerait une telle armée? Quels moyens seraient nécessaires? Qu'est-ce que cela coûterait? Et qui pourrait faire quoi? Et dans quel cadre temporel? Et ça, ce sont les vraies questions qui se posent. Maintenant, pour ce qui est de l'aérospatial, militaire, et la position de ce secteur, en tout cas dans le débat allemand, là encore, je pense que on peut dire à juste titre qu'il y a des véritables différences culturelles entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, en tout cas le gouvernement actuel, pour ce qui est de l'industrie de défense, le gouvernement allemand donc a défini sa stratégie sur la base, disons, d'une européanisation, d'une mutualisation des différentes parties justement de l'industrie de la défense, et je pense que certaines de ces idées sont difficiles à envisager pour la France. Et puis, l'industrie allemande est très différente pour ce qui est de son actionnariat, et il y a d'autres aspects qui rendent les choses un peu plus difficiles à gérer. Pour autant, la France et l'Allemagne ont l'une et l'autre défini des documents au niveau national, donc des livres blancs ou autres, en disant voilà les domaines technologiques dans lesquels les pays veulent être souverains, c'est-à-dire être en mesure de pouvoir produire ces équipements sur une base nationale. Voici les domaines où ils peuvent être interdépendants, mutuellement interdépendants ou interdépendants au niveau international. La France et l'Allemagne ont défini ces priorités. Il y a des points, des terrains d'entente, des points communs, et puis d'autres qui pourraient être travaillés. Et là, on pourrait dire, voilà, on a la base, disons, un début de conversation sur ce qui pourrait définir la base industrielle européenne de défense. Et si on s'interrogeait pour savoir ce que serait une structure, disons, idéale, peut-être que ce serait peut-être le point de départ de cette réflexion, hein, de voir ce qui est considéré comme relevant du régalien, souverain donc pour chaque pays, et qu'est-ce qui est ouvert à la collaboration. Et si on combine ces éléments, on voit que la collaboration peut se faire à un certain nombre de niveaux, et c'est ce qui pourrait déclencher le processus que j'évoquais, où les gens se regardent dans les yeux et disent voici votre domaine d'expertise, j'ai un rôle aussi à jouer, mais vous avez le leadership, moi je le prendrai
ailleurs. Ça, ce genre de conversation est possible à mon sens, et je pense que la France et l'Allemagne sont certainement les deux pays qui sont probablement les mieux placés ou les seuls à pouvoir ouvrir ce genre de dialogue. Je crois que c'est le temps de la conclusion. Je veux remercier Bastian Gigerich et Delphine Deschaux du Théâtre pour leur contribution.